19h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de ce samedi 13 mai. Dernière ligne droite avant les élections présidentielles et législatives en Turquie. Qui de Recep Tayyip Erdogan ou de Kemal Kılıçdaroğlu aura le dernier mot? Nous rejoindrons notre envoyé spécial à Istanbul pour connaître les opinions des Stambouliotes. Des élections décisives en Turquie. Le scrutin de dimanche pourrait constituer un important tournant pour l'avenir du pays sur la scène internationale. Volodymyr Zelensky effectue sa première visite à Rome depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le chef d'État mise sur le soutien de l'Italie. Et puis, violence en Palestine, le Premier ministre Mohamed Shtayyeh appelle l'ONU à intervenir pour mettre fin au massacre. Ce sont les dernières heures qui nous séparent du coup d'envoi des élections en Turquie. Pas moins de 11 millions d'électeurs sont attendus aux urnes demain matin. La lutte pour le palais présidentiel fait rage et l'effervescence ne faiblit pas. Kherdin Batash. Et donc, comme je vous le disais, nous retrouvons d'ailleurs notre envoyé spécial Kherdin Batash qui est en direct de Istanbul et en face de l'emblématique mosquée Hagia Sophia. Bonsoir Kherdin. Bonsoir Nariman. Alors la ville d'Istanbul a connu aujourd'hui plusieurs activités de la part du président sortant Recep Tayyip Erdogan. Et selon vos informations, il aurait choisi de faire un dernier bain de foule, n'est-ce pas ? Oui, exactement, Nariman. Le président est candidat aux élections présidentielles Recep Tayyip Erdogan qui a passé la journée ici à Istanbul à faire des bains de foule, comme vous le dites, et ce à quelques heures donc, du début du silence électoral qui a pris effet à 18h. Recep Tayyip Erdogan qui, selon nos informations, devrait justement observer la prière du soir ici à la mosquée Hagia Sophia, après avoir bien entendu animé un meeting, un dernier meeting auprès de ses partisans au quartier justement de Beyoğlu ici à Istanbul, un meeting qui a connu donc la participation de plusieurs ministres et proches justement de la coalition qui accompagnera justement le président Erdogan dans ses élections, à l'image du ministre de l'Intérieur Soylu, et qui a vu donc l'affluence de plusieurs centaines de partisans du président et candidat à l'élection présidentielle. Justement, je vous interpelle sur ce point, Kherdin. On se demande pourquoi le choix de cette mosquée précisément. Eh bien, Nariman, après avoir passé les dernières heures à essayer de séduire les abstentionnistes potentiels, bien entendu, et les indécis qui n'avaient pas choisi encore de camp pour ces élections présidentielles et législatives, également, les candidats ont choisi de revenir, donc d'opérer un retour aux sources et de camper sur leur position idéologique. Donc le président Tayyip Erdogan viendra ici même comme un symbole prier à la mosquée Hagia Sophia. Justement, mosquée qui, grâce à lui, est redevenue mosquée après avoir été uniquement un musée en 2020 et qui, rappelez-vous, avait suscité donc beaucoup de réactions chez les opposants du président Erdogan. Donc retour aux sources symboliques de son appartenance au courant islamique, parce que dans le même temps, son adversaire Kemal Kılıçdaroğlu sera quant à lui, ira se recueillir sur le tombeau donc, de Kemal Atatürk, principal symbole justement de la laïcité ici en Turquie. Lui aussi voilà, préfère revenir à ses sources idéologiques et draguer ses électeurs potentiels et ses partisans avant l'heure fatidique qui commencera demain à partir de 8h. La campagne électorale est donc officiellement terminée. Quelle est la prochaine étape ?
Eh bien, la prochaine étape, tout simplement, ça sera de se rendre aux urnes demain, comme je le disais, à partir de 8 h du matin. Je rappelle que plus de 11 millions, donc 11 350 000 inscrits ici en Turquie. C'est la plus importante base électorale du pays, se rendront aux urnes demain. Je rappelle également que le président et candidat Tayyip Recep Erdogan votera ici même à Istanbul, dans une école dans la région de Üsküdar. Merci beaucoup Kherdin, vous étiez en direct d'Istanbul. On reviendra vers vous dans nos prochaines éditions. Et je vous le disais tout à l'heure, ce sont les dernières heures qui nous séparent du début du scrutin. La lutte pour le palais présidentiel fait rage et l'effervescence ne faiblit pas. C'est un VTR de Kherdin Batash. Tout commence dans le calme à Istanbul. Le calme avant la tempête électorale, car pas moins de 11 300 000 électeurs potentiels se rendront dimanche aux isoloirs pour voter. Dans leur majorité, les Stambouliotes semblent avoir choisi leur camp pour le premier tour des élections législatives et présidentielles. Mais c'est la lutte pour le Cumhur Başkanjili, le palais présidentiel, qui fait rage alors que le silence électoral prend effet à partir de 18 h. Recep Tayyip Erdogan pour les uns, Kemal Kılıçdaroğlu pour les autres. Aux abords de la place Taksim, les avis divergent. À chacun son candidat, à chacun ses arguments. Je choisis Kılıçdaroğlu parce que je pense que nos relations avec les pays voisins vont s'améliorer. Je vote pour Kemal car je pense qu'avec lui, nous allons nous développer. Si Erdogan remporte les élections, demain ça sera très bénéfique pour tous les pays musulmans. Par contre, si Kılıçdaroğlu gagne, ça ne profitera ni à la Turquie, ni aux autres pays musulmans. Croyez-moi, il va coopérer avec les États-Unis. Cet homme est entièrement américain. En toute franchise, ces élections ne m'intéressent pas vraiment. Que celui qui œuvre pour le bien du pays gagne, que ce soit le président sortant ou un autre. Istanbul est aussi la ville choisie par Erdogan pour ses derniers bains de foule, alors que son adversaire principal Kılıçdaroğlu s'est rendu quant à lui à la capitale Ankara. Un chassé-croisé au rythme des dossiers chauds de la campagne sur les rives du Bosphore, géopolitique, questions migratoires et la sempiternelle crise économique occupent les esprits des candidats, car une bonne frange d'indécis reste à convaincre. Les candidats devront également composer avec les voix des nombreux abstentionnistes qui pourront faire pencher la balance d'une part ou d'une autre. Kherdin Batash, Al24 News, Istanbul. Les Turcs auront donc rendez-vous demain avec les urnes. Ces élections ont d'ailleurs été marquées par une campagne ardue et difficile pour tous les candidats qui ont joué toutes leurs cartes politiques pour séduire les électeurs dans leurs déplacements et leurs discours. Souheila Kelal. Les dernières heures de la campagne électorale en Turquie furent intenses. Les candidats ont multiplié les sorties et les déclarations quelques heures avant l'entrée en vigueur du silence électoral qui précède les élections. Chacun est allé de ses arguments pour tenter une dernière fois de convaincre et de fédérer autour de lui l'électorat. Ce silence électoral fait office du calme qui précède le grand rendez-vous que tous les Turcs attendent. C'est un rendez-vous important et crucial pour les Turcs. Il marquera un tournant pour l'avenir politique du pays. Tous les yeux sont rivés sur cette partie du monde, surtout que les enjeux dépassent de loin la simple élection d'une politique intérieure. Mais ce sont des enjeux géopolitiques qui impliquent toute la sous-région. D'autant plus que les médias occidentaux n'y sont pas allés de main morte contre le candidat à sa propre succession, Tayyip Recep Erdogan. Ce rendez-vous électoral sera certainement déterminant pour le peuple turc qui devra choisir de renouveler sa confiance à Erdogan ou carrément changer de cap, donnant le verdict aux urnes. Ces élections sont également doubles puisque de là sortiront les élus de l'Assemblée populaire. Le scrutin se jouera pour la première fois au coude à coude entre Recep Tayyip Erdogan et l'opposition, car jamais élection n'a été aussi serrée, mettant en difficulté le président candidat. Mais là, le dernier mot reviendra au seul verdict des urnes. Les présidentielles turques peuvent constituer un tournant décisif pour l'avenir du pays en matière de politique étrangère. Mais quels enjeux comporte ce rendez-vous électoral sur l'échiquier international? Analyse de Safwan Bansabri. La Turquie s'apprête à élire son président pour un mandat de 5 ans. Quels enjeux comporte cette élection sur la scène internationale pour ce pays à la croisée des continents?
L'issue des présidentielles aura un impact majeur sur la politique étrangère turque, pouvant influer sur l'échiquier international dans un contexte de troubles conjoncturels. L'Occident, bien que réservé sur la question, préférait voir l'homme fort de la Turquie laisser sa place à un successeur. On observe depuis quelques semaines une campagne médiatique consacrée à la fin du règne d'Erdogan. À l'opposé d'Erdogan, Kemal Kılıçdaroğlu est plus conciliant envers les États-Unis et l'Europe. Il envisage de réactiver le dossier d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, devenu un souvenir lointain sous l'ère d'Erdogan. Concernant l'OTAN, là encore, le rival d'Erdogan est favorable à l'adhésion de la Suède au traité nord-atlantique, principal point de discorde actuel entre la Turquie et les 30 États membres de l'organisation militaire. Les relations entre Washington et Ankara ont été entachées par l'achat de la Turquie d'armements russes, malgré son statut de membre de l'OTAN. Au Moyen-Orient, la donne risque de changer si la Turquie venait à changer de président, alors que Recep Tayyip Erdogan exerce une politique proactive dans la région, notamment par une présence militaire au nord de la Syrie. Kılıçdaroğlu a fait savoir qu'en cas de victoire, il retirait les troupes turques présentes dans cette région. Au regard de l'ensemble de ces paramètres, force est de constater que la Turquie s'est hissée au rang de nation influente et difficilement contournable. Et je vous propose à présent de faire un retour sur ces trois candidats qui se disputent les présidentielles avec ce portrait dressé par Imen Merad. Plus de 60 millions d'électeurs turcs sont appelés ce dimanche 14 mai à aller aux urnes pour élire le nouveau président de la République ou reconduire Recep Tayyip Erdogan à son poste. 3 candidats, des urnes, un scrutin. La course au présidentiel bat son plein. 20 ans se sont écoulés sous l'ère de Recep Tayyip Erdogan, l'homme qui incarna la modernisation de l'islam, incontestablement leader, gouvernant la Turquie d'une main de fer dans un gant de velours. Fondateur et président du Parti de la Justice et du Développement, nommé Premier ministre en 2003, il amende la Constitution pour que le chef de l'État soit directement élu par les citoyens. Surpassant en longévité le fondateur de la République turque Mustafa Kemal Atatürk, il aspire à le supplanter également en estampillant la Turquie moderne à travers une ouverture économique pour attirer les capitaux étrangers, une main tendue aux Kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan et la levée de l'interdiction faite aux femmes voilées d'accéder aux universités, à l'armée et à l'administration. Des réalisations qui lui ont valu l'adoration de ses partisans. Face à lui, son principal opposant, Kemal Kılıçdaroğlu, 74 ans, ancien dirigeant de la sécurité sociale turque, économiste de formation et depuis 2010, à la tête du parti fondé par le père des Turcs Atatürk, le Parti républicain du peuple, candidat de l'Alliance nationale qui réunit 6 partis de l'opposition. À travers un discours rassembleur, prônant la laïcité, Kılıçdaroğlu s'est aussi ouvert aux groupes autrefois mis à l'écart, à l'instar des Kurdes, au risque de déplaire à ses propres rangs. Révélant appartenir à la minorité religieuse des Alaouis, si il est élu, Kılıçdaroğlu deviendrait le premier Alaoui à occuper la fonction présidentielle. Le 3e candidat en lice au présidentiel est Sinan Ogan. Ancien député du Parti du mouvement nationaliste, désormais allié d'Erdogan, âgé de 57 ans, Ogan est le plus jeune des candidats à la présidence. Soutenu par l'alliance ATA, un bloc de 4 partis connus pour leur position nationaliste, le Parti de la Victoire, le Parti de la Justice, le Parti de mon pays et le Parti de l'Alliance turque. Débutant sa carrière au sein du Parti du mouvement nationaliste en 2011, député de sa ville natale Igdir, comptant une importante population azerbaïdjanaise. Ogan a déclaré qu'une fois élu président, il renverrait tous les réfugiés et fugitifs, selon lui, qui volent l'avenir de la jeunesse turque. Faisant de la propagande, loin de proposer un programme plus large qui réponde aux problèmes réels du pays. Un discours qualifié de raciste, le discréditant auprès des votants. Enfin, en se retirant de la course à la présidentielle, Muharrem İnce, le chef du parti Memleket, pourrait bien permettre à la coalition de Kılıçdaroğlu de chambouler les scénarios. Serait-ce la fin d'une dynastie ou une dynastie sans fin pour Erdogan? Sans transition, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a transmis ce samedi ses sincères condoléances à la famille de l'ancien président du Conseil constitutionnel algérien, Taïeb Blaïz, décédé ce matin à l'âge de 75 ans.
L'Union des parlements des États membres de l'Organisation de la coopération islamique a condamné ce samedi l'ingérence du Parlement européen suite au communiqué rendu public par l'instance concernant la liberté d'expression et de la presse en Algérie. Le secrétaire général de l'UPCI a appelé le Parlement européen à respecter la souveraineté de l'Algérie et de l'ensemble des pays membres de l'organisation. Diplomatie, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé à Rome, sa première visite en Italie depuis le début du conflit russo-ukrainien. Le chef d'État a été reçu par son homologue italien Sergio Mattarella au palais de Quirinal. Il a ensuite participé à un déjeuner de travail avec la présidente du Conseil, Giorgia Meloni, puis s'est rendu au Vatican pour rencontrer le pape François. Le président Zelensky compte sur cette visite pour demander à l'Italie de réitérer son soutien à l'Ukraine au moment où ses troupes affirment avancer autour de Bakhmout. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a appelé les États de l'Union européenne à accélérer leur livraison d'armes aux forces ukrainiennes et à leur fournir des munitions d'artillerie à longue portée pour riposter aux tirs russes. Josep Borrell a par ailleurs salué la nouvelle aide militaire de 2,7 milliards d'euros accordée par Berlin à Kiev. When we talk about this war, we need to talk about the range of the ammunition. Lorsque nous parlons de cette guerre, nous devons parler de la portée des munitions, car les Russes bombardent de plus loin et les Ukrainiens doivent donc avoir la capacité d'atteindre la même distance, la même portée. Tous les types de munitions ne sont pas utiles pour cela. Je salue donc l'effort allemand et j'invite tous les États membres à suivre cet exemple. Direction le Proche-Orient, l'entité sioniste poursuit sa politique de répression. Ce matin, 2 Palestiniens ont été tués par balle dans le camp de réfugiés de Balata, à l'est de Naplouse. Une incursion qui a également fait 4 blessés, dont 3 graves. Un jeune Palestinien a également été tué par les balles de l'occupant cet après-midi au niveau d'un barrage militaire au sud-ouest de Jenin. Et pour le 5e jour consécutif, l'occupation poursuit son agression contre la bande de Gaza. Tôt ce matin, les raids de l'occupation ont fait 3 blessés et détruit 2 maisons de la région, ce qui porte le bilan des victimes à au moins 33 martyrs, dont 6 enfants et 3 femmes, ainsi que plus de 150 blessés parmi les civils palestiniens. Et suite aux événements de la matinée, le porte-parole de la présidence palestinienne s'est exprimé à propos de l'agression de l'occupant. Nabil Abu Rodeina a déclaré que les autorités sionistes ont franchi toutes les lignes rouges avec leur politique de répression et d'incursion dans les villes palestiniennes. Face à cette situation plus qu'alarmante, le Premier ministre palestinien Mohamed Shtaya a appelé les Nations Unies à intervenir en urgence afin d'arrêter les massacres commis contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée, réitérant la nécessité de condamner l'entité sioniste pour ses violations quotidiennes des lois internationales et des droits légitimes du peuple palestinien. La situation au Soudan, toujours aussi chaotique. Un mois après le début des affrontements entre l'armée soudanaise et les paramilitaires des forces de soutien rapide, l'ambassadeur soudanais à l'ONU, Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, avertit d'ailleurs d'une situation humanitaire désastreuse dans le pays et promet que son gouvernement s'engage pour le respect du droit humanitaire et à s'abstenir de toute attaque susceptible de causer des dommages indirects aux civils. Pour rappel, les parties belligérantes du Soudan ont signé dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie Saoudite un accord sur l'ouverture de couloirs pour permettre l'évacuation des civils soudanais des zones de combat et l'acheminement de l'aide humanitaire. Regarding the holding. Malgré des ressources et des capacités déjà limitées, le gouvernement soudanais s'efforce de faire face à la situation humanitaire. De nombreux citoyens ont été contraints de quitter leur maison par les rebelles et en raison de dommages importants causés à de nombreuses installations publiques, de se déplacer à l'intérieur du pays ou de franchir les frontières pour se rendre à leur destination. Il y a un besoin urgent de services humanitaires. Les pays du G7 ont décidé ce samedi de mettre en place d'ici fin 2023 au plus tard un nouveau mécanisme pour diversifier les chaînes d'approvisionnement mondiales, un moyen de réduire notamment leur dépendance envers la Chine dans ce domaine stratégique. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine.